En vue des législatives anticipées, les partis de gauche viennent de sceller le programme d'un nouveau Front populaire. Un front populaire contre l'extrême droite sur le même modèle que celui de 1936. Bonsoir Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. C'est officiel depuis hier soir, après plusieurs jours de tractation, le nouveau Front populaire est né. Le nouveau Front populaire a été lancé, vous voyez le communiqué. Partout en France, nous œuvrerons à élargir ce rassemblement avec toutes celles et ceux, Françaises, Français, associations, syndicats, partis politiques, personnalités engagées dans le débat public qui partagent nos idées et nos orientations. Nous avons œuvré à un programme politique. Chers camarades, l'heure est si grave que nous peinons à en mesurer toutes les conséquences. Il n'est plus minuit moins le quart, mais minuit moins une. L'objectif du Rassemblement national sera de faire taire tous les contre-pouvoirs, justice, syndicats, presse, pour pouvoir être sûr, en 2027, de pouvoir accéder à l'Élysée. La CGT a toujours été très claire sur les questions d'extrême droite. Nous ne mettons jamais dos à dos l'extrême droite avec une quelconque autre force politique. Il y a une différence de nature. Cette différence de nature, c'est que si souvent l'extrême droite arrive au pouvoir par les urnes, elle refuse de rendre le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Brésil et aux États-Unis, où l'extrême droite a refusé le résultat des urnes et a tenté d'organiser un putsch. C'est ce qui se passe en Italie, où Giorgia Meloni est en train de faire une réforme de la Constitution pour remettre en cause l'indépendance de la justice et l'indépendance des organisations syndicales, de façon à pouvoir verrouiller la démocratie et à être sûr de pouvoir conserver le pouvoir. Nous sommes 600 000 syndiqués. Nous avons des syndiqués dans toutes les professions et dans tous les territoires. Nous sommes nombreux, nombreuses, et organisée. La CGT peut jouer un rôle majeur pour défendre notre démocratie. C'est ce que nous avons fait dans toutes les heures sombres de l'histoire. En 1934, quand les ligues fascistes voulaient organiser un coup d'État et que nous avons, grâce à l'énorme mobilisation populaire, réussi à initier le Front populaire et à arracher les premières grandes conquêtes sociales, il nous faut, encore une fois, être au rendez-vous de l'histoire. Nous avons déjà réussi à soulever des montagnes. Grâce à notre appel au Front populaire, la gauche s'est unie autour d'un programme de rupture avec le macronisme et avec le fascisme. Grâce à notre appel intersyndical à des mobilisations partout en France, ce sont plus de 800 000 personnes qui se sont mobilisées dans toute la France à l'appel de l'intersyndical. Nous pouvons donc inverser le cours des choses et imposer le progrès social. Pour cela, il nous faut maintenir et amplifier la pression populaire. Réunissons tous nos syndiqués pour débattre avec eux de la situation et les impliquer dans les actions de mobilisation et de déploiement. Organisons partout des actions de mobilisation et des actions de déploiement. Faisons monter les revendications sociales dans toutes les entreprises. Et d'autres cortèges encore. Encore un capital bien malade qu'on porte sur une civière. Et des fleurs. Et d'autres sorties encore, et les défilés spontanés qui se forment à travers les rues au son des fanfares, pancartes, bannières, drapeaux et poings tendus. Par usine, par atelier, par spécialité, ils marchent avec la victoire dans leur cœur. En octobre 1929, la bourse de New York s'effondre et une grave crise économique touche les États-Unis avant de se propager en Europe. Les démocraties jugées impuissantes sont remises en cause et des régimes autoritaires se développent. La menace d'une nouvelle guerre mondiale surgit. En 1931, la France est frappée à son tour. Le pouvoir d'achat diminue drastiquement et une vague massive de chômage s'abat sur le pays. Des centaines de milliers de personnes se retrouvent sans emploi et sans indemnisation. Les gouvernements se succèdent, mais la crise persiste. Alors la montée du fascisme atteint l'Hexagone. Les mouvements d'extrême droite prennent de l'ampleur. Ils veulent en finir avec ce régime parlementaire instable et restaurer un pouvoir fort. Le 6 février, les ligues d'extrême droite s'emparent de l'affaire et organisent une grande manifestation à quelques pas de l'Assemblée nationale pour dénoncer la décadence de la Troisième République. Le rassemblement, d'une grande violence, tourne à l'émeute, faisant de nombreuses victimes. Dans les jours qui suivent, les partis de gauche dénoncent une tentative de coup d'État fasciste et organisent des contre-manifestations. Le 12 février 1934, militants communistes et socialistes se rejoignent dans un même cortège malgré les différends politiques qui les opposent. La gauche, jusqu'alors désunie, se rassemble pour faire front. Le socialiste Léon Blum, le communiste Maurice Thorez et le radical Édouard Daladier forment une alliance électorale en vue des élections législatives de mai 1936.
Ensemble, ils veulent transformer la société. Au nom de tous les partis et groupements de liberté et des organisations ouvrières et paysannes, au nom du peuple de France, rassemblés aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire, nous, représentants mandatés ou membres du Rassemblement populaire du 14 juillet 1935, animés par la même volonté de donner du pain aux travailleurs, du travail à la jeunesse et la paix au monde, nous faisons le serment solennel de rester unis pour désarmer et dissoudre les ligues factieuses, pour défendre et développer les libertés démocratiques et pour assurer la paix humaine. Donner du travail aux millions de chômeurs, garantir les salaires et les traitements des fonctionnaires et travailleurs des services publics, c'est combattre les effets douloureux de la crise dans les classes moyennes. Rien ne peut nous séparer sur ce terrain. Tout au contraire milite pour notre union durable et solide. La CGTU rappelle qu'elle est prête à contribuer en pleine loyauté à l'élaboration d'un programme revendicatif et d'action dont la mise en vigueur garantira aux masses le travail et le pain. Le Front populaire est né. Le 3 mai, l'unité a payé. Le Front populaire remporte les élections. Un immense espoir de changement gagne les classes populaires. Léon Blum sera le premier socialiste à la tête d'un gouvernement en France. Mais son investiture n'est prévue que dans un mois. Alors des grèves spontanées éclatent jusqu'à ce que soient signés les accords de Matignon. Les poings se tendent, les sourires s'allument. Dans les usines, au dépôt de charbon, aux galeries Lafayette. Les patrons sont très étonnés de ce qui leur arrive. Ils contemplent leurs ouvriers avec surprise. Ceux-ci écoutent leurs délégués syndicaux. Voici la déléguée d'un grand magasin. D'être chez soi, on baptise les nouveaux lieux d'habitation avec des noms familiers. Place Jean Jaurès. Square Marcel Cachin. Les problèmes de la nourriture sont résolus par la solidarité des organisations et des municipalités ouvrières. La corvée de patates. Et la propreté. L'heure de la distribution. Chacun sa part. Ailleurs, on livre aux femmes un mannequin qui figure les 48 heures. Et l'on prend, après jugement, quelques effigies de ceux qui brûlent pour de vrai les autobus.
Le couteau de cuisine qui brille entre leurs dents ne laisse aucun doute sur la férocité des bourreaux. Les descendants des émigrés de Coblenz. Les funérailles imposantes du capital se déroulent en grande pompe et les corps sont précipités du haut du pont des usines Renault dans le fleuve jusqu'à la mer pour y retrouver ces requins. Soir, 8 millions de salariés obtiennent satisfaction. La Confédération Générale du Travail, ses unions régionales et départementales ont dirigé le mouvement, conduit les grèves, orienté les revendications jusqu'à la victoire définitive, concrétisée dans les accords Matignon. La Confédération Générale du Travail est passée en 3 mois de 1 million d'adhérents à plus de 5 millions de syndiqués. Dans l'ordre, la paix, la discipline, avec l'aide du gouvernement du Front populaire, elle a apporté à la classe ouvrière de notre pays des avantages considérables. Début juin, chose inédite, représentants du personnel et du patronat se retrouvent autour d'une table et négocient sous la houlette du gouvernement. Les salaires étaient bas. Quand nous sommes allés à Matignon, présenter des fiches de paye aux patrons dont ils ne se vantaient pas. Ils trouvaient simplement à redire qu'ils ignoraient cela. Les discussions ont été très difficiles? Non, pas difficiles du tout. Ces conversations se sont déroulées dans un climat très courtois. 7 juin 1936, signature des accords de Matignon. Les avancées sociales sont exceptionnelles, bien résumées dans cette reconstitution de l'époque. Le salaire des jeunes ouvriers est porté de 80 centimes à 3 francs de l'heure. Les journées de grève seront payées intégralement. Et nous obtenons les contrats collectifs, les délégués ouvriers. Les premiers congés payés font leur apparition. C'est bientôt le temps des premiers départs en vacances et de l'insouciance d'une classe qui découvre le temps libre et la plage. Mais l'euphorie est de courte durée. La croissance se fait attendre et le chômage reprend de plus belle. Moins d'1 an après les accords de Matignon, le Front populaire vacille. Léon Blum se résigne à faire une pause dans les réformes. Le 21 juin 1937, il est contraint de démissionner. En avril 1938, alors que le spectre de la Seconde Guerre mondiale plane sur l'Europe, Édouard Daladier forme un nouveau gouvernement, avec la droite. Le Front populaire échoue, mais les progrès sociaux, eux, perdurent.